Très cher développeur .NET ou pas, je te souhaite la bienvenue dans cette longue vidéo de découverte de Blazor. Alors je m'appelle Christophe Mommer, je suis le formateur de ce cours et ici dans cette vidéo qui est donc disponible gratuitement sur YouTube, je vais te présenter une partie de ce cours qui normalement est disponible sur ma plateforme htslearning.com, tu as le lien directement à l'écran si tu souhaites en savoir plus sur ce cours. Alors, je vais te faire un petit topo rapide. Il s'agit d'un cours d'introduction à la technologie Blazor. Alors, qu'est-ce que Blazor? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Comment on crée un projet Blazor? Comment est-ce que ça fonctionne? Tu trouveras ça dans ce cours, grosso modo, d'1 heure et demie, qui est, comme je l'ai dit, le premier module de mon cours complet qui est disponible sur ma plateforme. En fait, ce cours complet est disponible à la carte, si je puis dire, sur ma plateforme. Tu peux acheter le cours directement. Et d'ailleurs, si tu le fais, je te donne un code de réduction. Avec le code YouTube Blazor, tu vas avoir 60 € de réduction sur le cours. Et donc, tu l'auras à vie. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une mise à jour ou que je crée une nouvelle version du cours, tu y as accès. Si par contre, tu n'as pas ce budget ou que tu désires quelque chose d'un peu plus lisse ou qu'il y a d'autres cours qui t'intéressent, tu peux également t'abonner à ma plateforme. À ce jour, l'abonnement est à 19,99 € au moment du tournage. Ça peut évoluer au fur et à mesure des évolutions sociétales, des évolutions par rapport au coût de la vie, ainsi de suite. Mais pour le moment, c'est une vingtaine d'euros par mois et tu as accès à tout mon catalogue, exception faite des cours que je mets en pré-vente, c'est-à-dire que je n'ai pas terminé de tourner, mais qui sont disponibles en pré-achat pour ceux qui sont impatients ou qui veulent se former au fil de l'eau. Donc ce cours-là, a lui déjà été publié, donc tu peux l'avoir dans le cadre de l'abonnement. Encore une fois, c'est vraiment un cours qui est axé sur la technologie Blazor, c'est-à-dire qu'il faut connaître le C#. Si tu ne connais pas le C#, je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai également sur YouTube où tu peux apprendre le C# à partir de rien, ce qui te sera nécessaire. Après, tu n'as pas besoin de connaître quoi que ce soit sur Blazor, et tu verras dans ce cours, je parle que de Blazor Server. J'ai prévu une mise à jour, peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo, de Blazor pour parler justement de Blazor Server, Blazor WebAssembly et Blazor Hybrid, qui sont les technologies aujourd'hui en fin 2022 qui tournent autour de Blazor. Donc ça, c'est prévu comme mise à jour, et si tu achètes le cours, tu auras accès directement dès que les premières vidéos seront disponibles sur la plateforme, sinon il te reste l'abonnement. Donc moi, j'ai plus qu'une seule chose à dire, c'est parti pour 1h30 de cours gratuit. On se retrouve à la fin pour faire un petit topo sur ce cours-là. D'ici là, bon cours et bon apprentissage. Bienvenue sur ce cours sur Blazor. Donc je suis Christophe Mommer, propriétaire de la plateforme Learning de Hybrid Technology Solutions, et je vais vous accompagner sur ce cours sur Blazor. Alors d'abord, je me présente rapidement, donc je m'appelle Christophe Mommer, donc vous avez ici le lien vers mon profil LinkedIn, donc si vous voulez m'ajouter pour qu'on puisse parler de Blazor ou juste être dans notre réseau mutuel, vous pouvez y aller. Alors, je suis un développeur Microsoft avec plusieurs années d'expérience. Aujourd'hui, en fin 2020, je suis à presque 9 ans, voire 10, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Donc ça fait plusieurs années que je pratique les technos Microsoft de façon générale. À cet effet, j'ai même passé les certifications, tant en tant que participant, donc pour démontrer ma connaissance d'une technologie particulière, et également en tant que formateur. Je suis formateur officiel Microsoft, donc MCT, ce qui me donne l'autorisation de faire les cours officiels Microsoft pour les certifications, entre autres, et qui me donne accès aussi à pas mal de ressources de formation sur les technos Microsoft. J'ai décidé de créer ma société, Hybrid Technology Solutions, donc en 2019, pour valoriser cette expertise, mettre en avant justement l'expertise Microsoft. Donc je fais de la formation, vous êtes sur un des cours de e-learning que je fais, soit sur ma plateforme, soit sur d'autres plateformes, mais je fais également d'autres activités qui sont liées au développement sur les technologies Microsoft, que ce soit du développement personnalisé, de coaching, de la formation, de l'expertise, voilà. Si vous avez des besoins, vous, votre entreprise ou quelqu'un que vous connaissez, ou une entreprise que vous connaissez qui a des besoins de formation, d'expertise, d'accompagnement sur des projets, ou que vous êtes vous-même un porteur de projet, n'hésitez pas à me contacter. J'ai déjà eu des contacts par le biais de plateformes comme Udemy par exemple, où j'ai pu réaliser certains projets. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Blazor ? Donc, si vous avez acquis ce cours, il y a des chances que vous avez déjà probablement pas mal d'informations ou certaines informations sur Blazor. Néanmoins, pour ceux qui seraient dans ce cours et qui ne connaissent pas du tout Blazor, je vais en parler rapidement.
Il s'agit d'une technologie qui a été créée par Microsoft assez récemment, qui est basée sur ASP.NET Core et qui permet de réaliser des applications web dynamiques. Bon, jusque-là, j'ai juste lu mon PowerPoint. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est une technologie qui se base sur quelque chose qui existe déjà, ASP.NET Core, et qui va nous permettre de créer des interfaces riches, à l'instar de ce qu'on pouvait faire sur des applications de bureau. Mais pourquoi ça? Eh bien, parce qu'en fait, Blazor rentre directement en concurrence avec les frameworks JavaScript comme Angular, React ou Vue. L'idée, c'est de faire des applications qui s'exécutent dans le navigateur, donc chez le client, qui soient riches, qui donnent en fait cette sensation de dire, bah tiens, en fait, j'utilise une application Windows ou une application lourde, et qui donc offre un panel d'interactivité et d'interaction beaucoup plus élevé qu'un simple site internet où on voit quand on change de page et on attend que la page charge. Voilà ce qu'est Blazor, c'est un concurrent qui permet de faire ça. Mais alors en quoi il est si différent? Eh bien en fait, Blazor se repose sur ASP.NET Core et donc va nous permettre d'écrire du C# de bout en bout, et ce, même pour réagir aux événements web. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ceux qui font un petit peu de web l'ont probablement déjà vécu. Quand on a un bouton, on veut parfois mettre un événement en disant bah, lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, je veux faire telle action. Aujourd'hui, enfin tout du moins avant Blazor, on devait faire ça en JavaScript, potentiellement faire des invocations, des appels Ajax pour appeler des méthodes côté serveur, et on devait utiliser une autre technologie que le C#. Là où Blazor apporte du coup cette nouveauté, ce côté novateur, c'est que le code de réaction au clic sur le bouton, vous allez pouvoir le faire en C#. Ça veut dire concrètement que vous allez faire du C# côté back-end sur votre API, et côté front en disant eh ben, quand tu cliques sur ce bouton, exécute-moi ce code C#, et Blazor saura comment exécuter le code C# et modifier votre site HTML pour que ça fasse comme si c'était du JavaScript. Bon, j'en dis pas beaucoup plus. On va rapidement voir ensemble que Blazor, ce n'est pas que un seul type d'application, en fait c'est deux types d'applications. On voit ça dans la prochaine vidéo. Alors, dans la vidéo juste avant, j'ai dit que Blazor, ce n'est pas un, mais deux types d'applications. C'est partiellement vrai, partiellement faux. Je vais m'expliquer et je vais vous montrer les deux. Donc ici, à l'écran, on voit l'image tirée de la documentation officielle de Microsoft qui représente en fait le fonctionnement de Blazor Server. Blazor Server, c'est une variante en fait de Blazor qui concrètement veut simplement dire que le code va s'exécuter sur le serveur et que les événements sont envoyés par un pont signalaire. Donc, je vais aller un peu plus loin que ce que j'ai écrit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer votre site internet en ASP.NET Core. Vous allez créer vos composants en Razor Components, donc en Blazor, et vous allez coder en fait votre interface graphique comme si elle s'exécutait sur le poste client. Sauf que votre code va rester sur le serveur. Et côté client va être téléchargé un petit client en JavaScript qui va faire le lien avec le serveur pour vous. Donc, j'ai dit JavaScript, c'est transparent. Le développeur C# ne voit pas le code JavaScript qui est exécuté et n'a pas à mettre les mains dedans d'ailleurs. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sur tous les objets JavaScript, tous les objets HTML sur lesquels vous avez mis des événements en disant bah tiens, sur ce bouton, quand on clique dessus, je veux que ça fasse telle action en C#, eh bien, le client JavaScript a rajouté certaines informations et il va être capable de définir que quand on fait telle action sur tel bouton, il doit envoyer par signalaire au serveur tel événement a été fait sur tel bouton, et le serveur du coup il va analyser cette information et il va dire ok, tu as fait telle action sur tel bouton, donc voilà le code HTML que tu dois faire. Il le renvoie par signalaire pour que le client JavaScript mette à jour votre code HTML. Donc tout ça c'est transparent, mais tout ce qu'il faut savoir c'est que votre code C# et vos composants restent sur le serveur, et que côté client vous avez le petit client en JavaScript qui fait le lien avec le serveur par signalaire. Donc il y a plein de petits échanges d'informations chaque fois qu'un utilisateur interagit avec votre application. Première variante, Blazor Server. Deuxième variante, Blazor Client ou Blazor WebAssembly. Alors là c'est un petit peu différent. Blazor, c'est-à-dire vos composants, le framework.NET, sont packagés dans un bundle qui va être téléchargé côté client pour s'exécuter sur WebAssembly. Donc, vous allez avoir votre code et le runtime mis en un, téléchargé sur le poste client et exécuté sur le poste client. Donc WebAssembly, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, c'est une nouvelle technologie pour écrire des applications web qui se repose sur un standard qui a été approuvé par le W3C fin 2019. Donc l'idée
derrière WebAssembly, c'est de dire aujourd'hui le seul langage de programmation dynamique qu'on avait dans un navigateur c'était JavaScript. Et bien maintenant avec WebAssembly, on peut faire n'importe quel langage natif, donc n'importe quel langage, on va dire back-end en quelque sorte. Donc on pourrait faire du Java, du PHP, du Python, du C#, peut s'exécuter dans votre navigateur si vous lui donnez le bon runtime, donc la façon dont il peut évaluer ce code-là et que ce runtime soit compatible WebAssembly. Donc les équipes Microsoft ont travaillé pour faire en sorte que le runtime.NET soit assez petit et compatible WebAssembly pour exécuter votre code C# directement dans le navigateur. Et tout ça, ça va fonctionner dans votre navigateur, dans le contexte WebAssembly. Ce qui veut dire que tout le code va être téléchargé et votre application, comme une application Angular ou React, le bundle, tous les fichiers ont été téléchargés et l'utilisateur exécutera l'application directement dans son navigateur sans avoir besoin d'aller communiquer avec le serveur, si ce n'est que pour communiquer avec une API, récupérer des données ou envoyer des données pour justement centraliser l'information, centraliser le business, mais toute l'application, elle, fonctionne dans le navigateur et non pas en lien avec un serveur avec un pont signalaire. Donc en fait on a deux variantes de Blazor qui sont différentes dans leur mode de fonctionnement mais qui intrinsèquement pour le développeur final en .NET ne changent pas énormément. Il va y avoir des différences, c'est certain. Ce cours est exclusivement Blazor Server. Je ne parlerai pas de Blazor WebAssembly, c'est l'objet d'un autre cours. Et si vous êtes intéressé par Blazor WebAssembly, je vous renvoie sur l'autre cours. Donc peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, ce cours-là n'est pas encore disponible parce que je suis en train de le tourner ou peut-être qu'il l'est déjà. Mais en tout cas, ce n'est pas dans cette vidéo que vous verrez Blazor WebAssembly. J'ai mis cette vidéo gratuite sur les plateformes pour que justement vous puissiez voir ça et vous dire que si vous êtes intéressé par WebAssembly, direction l'autre cours ou attendez qu'il sorte s'il n'est pas encore sorti. Bon maintenant en fait la vraie question qu'on pourrait se poser c'est d'accord, bon j'ai Blazor Server d'un côté, Blazor Client de l'autre, je comprends qu'il y en a un qui communique avec le serveur, l'autre non, mais est-ce qu'on a un compte rendu, un petit tableau comparatif de pourquoi l'un et pourquoi l'autre? Ça c'est dans la prochaine vidéo. Alors, dernière vidéo de cette introduction au cours Blazor. La vraie question, vous allez vous dire, d'accord, j'ai bien compris qu'il y avait deux variantes de Blazor, serveur et client. Laquelle il faut prendre, c'est laquelle la meilleure? Eh ben, il n'y a pas de réponse universelle. Je ne vais pas vous dire WebAssembly est meilleur, serveur est meilleur, parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs de vos cas d'usage. Donc, je ne vais pas vous laisser sur cette réponse-là comme ça. J'ai mon propre avis que je vais vous donner à la fin. Là, j'ai un petit tableau comparatif pour que vous puissiez en fait avoir des arguments, pour que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. Côté serveur, on a un client léger. Concrètement, la seule chose qui va être téléchargée quand vous allez avoir une application Blazor Server, ça va être le fichier HTML dans lequel va être injecté vos différentes modifications du DOM par le client et le client JavaScript, plus tous les petits autres scripts que vous avez éventuellement. Mais Blazor nu, lui tout seul, c'est un client qui est très très léger. Alors qu'en WebAssembly, c'est tout le runtime, donc c'est pas pareil. Donc si vous avez en fait si vous attaquez une population qui a des problèmes de connectivité, qui a besoin d'avoir un client léger à télécharger, il faut partir sur la version serveur. Par contre, côté serveur, vous allez avoir une vraie sollicitation du serveur. Pour le coup, votre client, il a beau être léger, toute l'application, elle est sur le serveur. Ce qui veut dire que toutes les interactions que l'utilisateur fait communiquent avec le serveur constamment. Dès qu'il clique, dès qu'il affiche ça, dès qu'il modifie une liste, qu'il change de page, il y a toujours des allers-retours avec le serveur. Donc, vous allez avoir beaucoup de communication avec le serveur. Donc ça, concrètement, ça veut dire que derrière, vous n'allez pas pouvoir prendre le serveur premier prix de votre provider cloud favori. Il va falloir quelque chose qui tienne un petit peu la charge si vous commencez à avoir des utilisateurs. Le code est sécurisé parce que comme je le rappelle, le code en Blazor Server est sur le serveur. Donc en fait, vos DLL, votre code C#, tout ça, c'est sur le serveur. Donc à moins que quelqu'un prenne la main sur votre serveur, auquel cas, vous avez peut-être d'autres problèmes un peu plus graves que votre code de votre application Blazor, mais le code de votre application Blazor n'est jamais téléchargé sur le côté client. Donc en fait, lui, ce qu'il va voir, si on analyse en fait le réseau côté client, la seule chose qu'on voit, c'est des échanges de paquets réseau qui sont en plus de ça encodés, qui ne sont pas exploitables en l'état. Et ça ne fait pas il n'y a pas de transfert de votre code C#. Donc votre code C# reste côté serveur. Donc si vous avez des secrets dans votre code ou quoi que ce soit d'autre, c'est sur le serveur, vous êtes sécurisé.
J'ai mis ici que les outils étaient 100% adaptés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire outils 100% adaptés? Et bien en fait, Blazor Server repose sur ASP.NET Core avec Signaler. Et ben concrètement, ce que ça veut dire que c'est une stack de développement qui existe déjà et dont on a l'habitude de travailler avec. Donc les outils sont adaptés et je pense notamment aux outils de debug de Visual Studio. Alors, je cite ici Visual Studio pour Windows, en sachant que Visual Studio pour Windows est la version la plus ancienne et la plus éprouvée des outils pour travailler avec .NET, donc certainement la plus aboutie également. Donc ça veut dire concrètement que l'expérience de debug et de développement est 100% adaptée côté serveur parce que elle est totalement similaire à ASP.NET Core MVC à peu de choses près. Donc vous allez avoir la meilleure expérience de développement avec la version serveur. Alors attention, je dis ça aujourd'hui en fin 2020, début 2021, parce que Visual Studio 2019 est la version actuelle et la nouvelle version n'a ni été annoncée ni n'est testable. Peut-être que ça va changer, d'ailleurs sûrement que ça va changer, mais aujourd'hui en l'état actuel des choses, c'est clairement avec la version serveur qu'on aura la meilleure expérience de développement. Et finalement, dernière chose à savoir sur la partie serveur, eh bien vous allez avoir accès à l'API totale. Alors quand je dis API, je parle de l'API du framework .NET. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctions du framework .NET sans vous poser de questions. Pour la simple et bonne raison que vous tournez sur un serveur et que vous êtes chez vous. En WebAssembly, vous tournez dans un contexte type bac à sable sécurisé du navigateur. Donc il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, vous ne pourrez pas accéder à une autre machine sur le réseau ou est-ce que à partir du client, vous ne pourrez pas aller lire des fichiers dans le système de fichiers, vous ne pourrez pas lire des informations depuis la console. Alors, c'est pas des cas d'usage très répandus non plus côté serveur, mais ce sont des choses que vous ne pourrez pas faire en WebAssembly parce que ça n'est pas possible techniquement et ça a donc été supprimé du runtime. À peu de choses près, ça va exploser des exceptions. Donc, si vous avez besoin de faire des choses particulières parce que votre serveur tourne sur un réseau de serveurs ou est-ce que vous voulez aller faire des appels réseau particuliers sans passer par les protocoles HTTP directement par le réseau local, vous devez faire du Blazor Server. WebAssembly ne permettra pas de le faire. Bon, on va voir un petit peu WebAssembly maintenant. Comme on l'a dit, WebAssembly, tout est chez le client. Ça veut dire qu'en fait, il va télécharger et le runtime et votre code. Donc, ça veut dire aussi concrètement que votre code est téléchargé chez le client. Un petit peu comme quand vous livrez une application Windows avec ses DLL, bah, rien n'empêche le client de décompiler vos DLL et de voir ce qu'il y a dedans. Donc tout est chez le client, mais ça on peut dire c'est un peu négatif, mais concrètement ça veut dire également que vous allez pouvoir gérer un mode déconnecté. Parce qu'en fait, vu que toute l'application est chez le client, et que ça tourne dans son navigateur, rien ne l'oblige à avoir Internet. En fait, il va communiquer avec le serveur uniquement quand il en a besoin. Et donc si vous avez le courage et que vous arrivez à faire en fait le mode déconnecté, vous pouvez très bien empiler les ordres envoyés au serveur et attendre d'avoir de nouveau la connexion pour réémettre tout vers le serveur. Et comme ça, vous avez une application qui gère le mode déconnecté. C'est très bien pour ceux qui sont nomades. Par exemple, quand on travaille dans le train et qu'on n'a pas internet, ça n'empêcherait pas de travailler. Donc c'est un cas d'usage qui peut être très très intéressant dans certains cas. Et on verra dans cette formation, même si ce n'est pas dédié à WebAssembly, on verra justement l'utilisation d'un pattern qui va nous permettre d'empiler ces ordres-là. Et dans la formation WebAssembly, on traitera justement ce cas d'usage du mode déconnecté. Vous avez également la possibilité d'avoir un hébergement simplifié. Là où en Blazor Server, vous devez avoir un hébergement qui gère ASP.NET Core, donc avec le runtime ASP.NET Core, en WebAssembly, ce n'est qu'un ensemble de fichiers à télécharger localement. Un peu comme Angular ou React. Donc vous pouvez très bien utiliser un mode d'hébergement fichier où est-ce qu'en fait il y aura juste besoin de télécharger les fichiers et le index.html où votre application est localisée. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une gestion de service qui coûte super cher. Vous pouvez, par exemple, pour ne citer que celui-là, vous pouvez utiliser Azure Files et utiliser le static website pour héberger votre application Blazor WebAssembly, chose qui n'est pas possible en serveur. Et donc ça vous fait réduire les coûts d'hébergement côté WebAssembly. Bon, même si le cas d'usage n'est pas encore à l'ordre du jour, j'ai mis quand même ce point-là. Ça veut dire qu'avec Blazor WebAssembly, vous pouvez très bien faire votre front-end en ASP.NET Core avec Blazor WebAssembly et avoir un back-end en PHP, Node.js, Perl, ce que vous voulez. Il n'y a pas tellement d'intérêt. L'intérêt aujourd'hui de Blazor, c'est justement de pouvoir dire j'ai un back-end dans .NET, donc je crée le front-end en .NET et ça me permet de communiquer facilement. Mais néanmoins, si Blazor, grâce à WebAssembly, crée un panel de fonctionnalités qui n'existe pas en JavaScript, et bien au moins, vous avez la possibilité, avec Blazor WebAssembly, d'avoir un back-end dans une autre technologie. Bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est une possibilité. J'ai des doutes de voir beaucoup d'exploitation de cette possibilité dans l'état actuel des choses, mais on peut le faire. Blazor WebAssembly va être votre choix si vous avez beaucoup d'users.
ça va directement en lien avec le point 2 de la partie serveur. Il y a beaucoup de sollicitations du serveur, donc si vous avez beaucoup d'utilisateurs, eh ben, mieux vaut qu'ils téléchargent l'appli sur leur navigateur et qu'ils jouent avec Blazor WebAssembly sans sursolliciter votre serveur. Bah, c'est un choix naturel. Et dernière chose, et non des moindres, Blazor WebAssembly va vous permettre de faire des Progressive Web Apps. Alors, Progressive Web Apps, ce terme un petit peu barbare, c'est en fait une application web qui va, sur certains mobiles, se comporter un petit peu comme une application native, ou du moins donner la sensation que c'est une application mobile. Donc, Android est assez en avance sur ce sujet-là, Apple un peu plus à la traîne, ils rattrapent beaucoup leur retard, mais il y a quand même 2-3 petites choses encore à ajuster. Mais concrètement, vous allez développer votre application web. Quand l'utilisateur est sur la page de votre application web, il aura un bouton en haut en disant installer cette application localement, il cliquera dessus et en gros, votre application web deviendra l'équivalent d'une application mobile à peu de choses près, et encore une fois, sans toutes les possibilités offertes par une application mobile, et comme ça l'utilisateur aura une petite icône sur son bureau ou dans son menu Android, parce que quand il cliquera dessus, il accédera à votre application. Et ça, on ne peut le faire que quand on a une version WebAssembly, parce que la version serveur, ça ne peut pas s'installer sur un mobile, étant donné qu'il faut une communication avec un serveur. Donc, vous avez ici un petit panel qui vous permet de faire votre choix. Je vais vous donner ma version, mon approche en fait. Moi, c'est très simple. Quand j'ai une application Blazor à faire, je fais la version serveur. Pourquoi? Parce que la version serveur me permet d'utiliser les outils de développement adaptés aujourd'hui les plus poussés. Et comme ça, en suivant une bonne architecture, qu'on va voir ensemble durant cette formation, et bien grâce à cette bonne architecture, vous pourrez après migrer vos composants et votre application vers WebAssembly sans trop de douleur. En gros, vous allez récupérer 95% de votre code de serveur web vers WebAssembly. Après, c'est qu'une histoire de quelques lignes de configuration. Et comme ça, au moins, et bien en fait, vous allez avoir la meilleure expérience de développement. Et quand vous avez besoin pour un point ou un autre de passer sur WebAssembly, et bien vous pouvez le faire sans trop de douleur. Pas d'inquiétude, on couvre dans cette formation comment faire une application Blazor serveur avec justement ces notions d'architecture qui vont nous permettre de récupérer le code côté WebAssembly. Donc ce cours, je le répète une dernière fois avant de rentrer dans la pratique, est exclusivement Blazor Server. Donc même si on va voir effectivement cette notion de bonne architecture pour pouvoir passer sur WebAssembly, on se contente de la version serveur de Blazor. On va voir des cas d'usage et une approche qui n'est dédiée qu'à la version serveur. Et donc du coup, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur la partie WebAssembly, eh bien, encore une fois, le cours Blazor WebAssembly est plus fait pour vous que celui-ci. Maintenant, assez de blabla, prochaine section, prochaine vidéo, on bascule directement dans la création de notre tout premier projet Blazor et on analyse ensemble qu'est-ce qu'il y a de particulier, qu'est-ce qu'il y a de commun avec ASP.NET Core et découvrons un petit peu les composants Blazor. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer ce travail. Maintenant, on va passer à la pratique parce que c'est ce qui vous intéresse après tout. On va créer notre projet Blazor Server. Donc encore une fois, je le répète, ce cours se focalise exclusivement sur la partie Blazor Server pour la simple et bonne raison que c'est la façon la plus simple d'entrer en contact avec ce framework, de comprendre tout ce qui se passe derrière et également d'avoir la meilleure expérience de développement au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas que demain ce sera pareil, à mon avis ça ne le sera pas d'ailleurs parce que Microsoft travaille d'arrache-pied dessus comme je l'ai déjà dit, mais pour le moment, aujourd'hui, en fin 2020, début 2021, c'est la meilleure approche, c'est de faire une application serveur, surtout qu'on va voir également que c'est pas, on verra que c'est pas forcément obligé que ce qu'on fait maintenant doive être réécrit pour une version WebAssembly et étant donné que j'ai prévu plusieurs autres cours différents par rapport à la sécurité et par rapport à la version WebAssembly, ainsi de suite, si vous avez tous les cours, vous allez pouvoir réutiliser beaucoup de choses. Donc ici, moi je suis dans Visual Studio 2019 pour Windows. Alors, il faut savoir que Blazor Server est une application qui repose sur ASP.NET Core et donc ASP.NET Core est compatible avec n'importe quelle IDE. Donc vous pouvez très bien utiliser Visual Studio pour Mac, vous pouvez également utiliser Visual Studio Code, vous pouvez utiliser Rider, vous pouvez même, si vous êtes un petit peu masochiste, utiliser un bloc-notes, mais
voilà, la chose qu'il faut savoir, c'est que ça repose sur ASP.NET Core. Et donc, ce que je fais moi dans Visual Studio 2019, il existe des équivalents en commande que vous pouvez faire. Donc ici, cette première création, je vais vous montrer d'abord sur Visual Studio 2019 avec Windows, comment faire, pour ceux qui passent par là. La majorité des développeurs C# travaillent avec Visual Studio 2019. Donc, je vais vous montrer comment faire et après, je vous montrerai en ligne de commande. Donc ici, la fenêtre de Visual Studio 2019 est ouverte et je vais aller sur créer un projet. Et dans créer un projet, il va me charger ici tous les templates que j'ai. Donc si mon VS est bien installé et bien configuré, c'est-à-dire que j'ai choisi les options d'installation avec ASP.NET Core, je devrais avoir application Blazor. Alors moi j'ai déjà ici filtré en ayant sélectionné C#. Vous pouvez également filtrer en sélectionnant ici Web pour encore faire un premier filtre. Et au niveau des plateformes, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que voilà, c'est pour... vous voyez que Blazor ici target Linux, macOS, Windows, Cloud et Web. Donc ici je sélectionne application Blazor, donc avec ce petit logo là. Donc si vous n'avez pas cette option là au niveau de votre Visual Studio 2019, c'est que quand vous avez installé Visual Studio 2019, vous n'avez pas sélectionné la partie ASP.NET. Donc vous pouvez le réinstaller, je vous montre rapidement où c'est. Donc ici j'ai ouvert l'installeur Visual Studio, donc moi je travaille avec la version preview, mais la version stable marche pareil. Donc si vous avez l'installation déjà installée, vous faites modifier. Et ici vous avez développement ASP.NET d'une part, et d'autre part tout en bas, développement multiplateforme .NET Core. Donc si vous cochez les deux, vous avez la certitude d'avoir la même installation que moi. Bon, moi j'ai beaucoup plus de choses installées, mais si vous cochez ça et ça, vous avez tous les outils et vous pourrez donc avoir ce petit élément de menu s'il n'était pas là. Donc de retour dans Visual Studio, maintenant je fais suivant au niveau de mon application Blazor. Donc moi je me suis créé un petit dossier pour le coup, donc je vais copier l'URL et je la mets ici au niveau de l'emplacement et je vais appeler My App par exemple. Alors, il n'y a pas tellement de choses à configurer ici, c'est juste sur la fenêtre suivante que ça va nous intéresser. Alors, en effet, ici, on va se retrouver avec la création de l'application qui nous demande déjà de sélectionner la version .NET. Donc, vous avez .NET Core 3.1. Donc, au moment de cet enregistrement, les deux seules versions stables qui existent actuellement, c'est .NET Core 3.1 et .NET 5. Il va y avoir également plus tard .NET 6 qui sera la nouvelle version stable long terme. Et là aujourd'hui les versions stables long terme c'est .NET Core 3.1. Cependant, il y a beaucoup de nouveautés en .NET 5. Donc moi je prends la version .NET 5 qui est une version courante et non pas une version long terme. Mais la migration de version de .NET est normalement assez fluide et assez facile, contrairement à d'autres outils. Donc on peut très bien partir sur .NET 5, la version courante, et quand .NET 6 sortira, faire les petites adaptations nécessaires pour passer en .NET 6. Donc là, il me demande le choix entre mes deux applications. Donc on a application serveur et application WebAssembly. Donc ce cours-ci, on est vraiment sur la partie serveur. Donc je m'assure que j'ai bien serveur qui est sélectionné. Je ne mets aucune authentification, donc la partie sécurité fera l'objet d'un cours à part parce que c'est vraiment un domaine complet et complexe qui va vraiment rajouter beaucoup de notions, donc je préfère le sortir de ce cours-ci pour avoir vraiment le temps de le traiter en détail dans un cours dédié. Et je vais décocher configurer pour HTTPS parce que je n'ai pas besoin d'HTTPS d'une part, vu que je vais travailler exclusivement en local et en développement, et d'autre part, utiliser HTTPS va faire en sorte que je dois installer un certificat au niveau racine de mon système et ainsi de suite. Donc ça pourrait créer des pop-up et des comportements bizarres, voire des erreurs dans le navigateur. Et vu que je veux m'éviter tout ça, je décoche configurer pour HTTPS. Et une fois que je fais créer, on voit ici en arrière-plan au niveau de mon navigateur, de mon explorateur Windows, qu'il y a bien un dossier qui a été créé, My App. Et donc l'application s'ouvre ici Blazor, donc j'ai une petite fenêtre d'introduction que je vais fermer qui ne m'intéresse pas. Donc là sur la droite ici j'ai mon explorateur de solutions avec tous mes fichiers de mon application Blazor. Elle a été créée sans aucun problème. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ceci en ligne de commande. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler MyApp2 tout simplement. Et dedans, je vais ouvrir une invite de commande. Donc moi ici, je suis avec PowerShell 7, mais ça marche aussi avec CMD sur Windows, avec Bash sous Linux, avec n'importe quoi, n'importe quelle invite de commande. Si vous tapez .NET comme ceci et que vous avez bien une fenêtre qui s'affiche, c'est que le runtime est installé. Et si vous tapez .NET-version, vous voyez la version du SDK qui est installée. Donc moi ici, j'ai la 5.0.100. Donc si ça
si ces deux commandes vous renvoient un résultat, c'est que le framework.NET est de 1 bien installé, donc le SDK, et de 2 que vous y avez accès au niveau de votre terminal. Si vous avez une erreur, c'est probablement que le framework.NET n'est pas inscrit au niveau du pass de votre système d'exploitation. Donc généralement, une réinstallation et un redémarrage de votre système suffit à l'ajouter. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué et je vous invite à poser la question sous la vidéo sur la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo pour m'écrire directement et me poser la question ou à faire des recherches de votre côté. Mais normalement, une réinstallation et un redémarrage devraient résoudre ce problème-là. Donc moi, je vais taper .NET New et je vais voir ce qu'il me propose. Donc ici, en fait, j'ai la liste de tout ce que je peux créer avec l'invite de commande .NET et on voit ici que j'ai Blazor Server App. Donc son petit raccourci, c'est Blazor Server. Donc je vais faire un .NET New Blazor Server. Donc ça, c'est la commande pour dire crée-moi un nouveau projet .NET de type Blazor Server. Étant donné qu'il est dans le dossier qui s'appelle MyApp2, par défaut, le framework.NET va dire que mon application s'appellera MyApp2. Je peux lui donner un autre nom avec "-n" en lui disant je veux un autre nom. Je peux lui donner un autre répertoire de sortie avec "-o" en disant finalement je veux pas que tu sois mis à la racine de ce dossier-là, mais dans un sous-dossier ou dans un dossier où est-ce que j'ai le chemin absolu. Donc moi ça m'intéresse pas parce que j'ai créé ici un dossier pour l'occasion et je veux l'appeler MyApp2. Par contre, ce qu'on avait fait quand on avait travaillé avec Visual Studio 2019, c'est qu'on avait décoché une case configurée pour HTTPS. Et bien en ligne de commande, c'est -no-https pour lui dire je ne veux pas de support HTTPS. Et donc si je fais entrer sur cette ligne de commande, je vois ici que tout a été créé au niveau de mon dossier. Donc la même structure de dossier, les mêmes fichiers que ce qu'il y a dans Visual Studio. Donc pour l'illustrer, je vais mettre Visual Studio d'un côté et ceci de l'autre. Donc on voit ici qu'effectivement j'ai les dossiers. Alors Visual Studio présente différemment, mais en gros si on commence à data ici, je retrouve data là-bas. OBJ, je ne l'ai pas parce qu'en fait c'est un dossier masqué sous Visual Studio, mais je retrouve page, properties, ici et là. Donc on retrouve exactement la même application, pas d'inquiétude. Et donc après si j'ouvre ça avec Visual Studio Code, ici, qui est un éditeur multiplateforme, je retrouve tous mes fichiers et je peux les éditer sous réserve d'avoir bien installé l'extension C#. Donc au niveau des extensions, vous assurez ici que vous avez bien le C# qui est installé, donc cette extension-ci, C#, qui va vous permettre en fait de traiter des fichiers C# directement avec la coloration syntaxique et tout ce qui va bien. Donc là, si vous êtes arrivé au même résultat que moi, donc peu importe votre éditeur, donc moi je vais continuer à travailler avec Visual Studio sous Windows pour cette présentation, mais vous pouvez très bien suivre avec Visual Studio Code ou Visual Studio pour Mac ou Rider ou n'importe quoi d'autre. Si vous êtes arrivé au même résultat que moi, vous êtes en capacité d'exécuter cette application Blazor et on va la découvrir ensemble pour voir un petit peu tout ce qui se trame derrière une application Blazor Server. Notre application est créée, donc on est en capacité de la lancer, de l'exécuter. Donc si je reviens ici dans la partie que j'avais créée en ligne de commande, si j'ouvre ici une ligne de commande, je peux taper à la racine, là où se trouve le fichier csproch, donc qui est ici, je peux taper la commande .NET Run qui lui dit compile-moi cette application et exécute-la dans cette console. Ce qui veut dire que cette console sera attachée à l'application. Et donc on voit ici que l'application est lancée sur le port 5000. Donc je vais copier cette URL. Et je vais la lancer ici et voir ce qui se passe. Donc là j'ai mon application Blazor, donc vous avez vu qu'elle s'est chargée extrêmement vite. Donc comme je l'avais dit en introduction, l'avantage de la partie Blazor Server, c'est que côté client, le chargement est ridicule. Vous avez juste un petit client en JavaScript et le reste des échanges se font au fil de l'eau par rapport aux interactions utilisateurs. Donc bien que ça fasse une charge au niveau du serveur, vous êtes vraiment performant et léger côté client, contrairement à la partie client. Donc là, ici, je retrouve un compteur et un fetch data qui m'envoie un tableau avec des températures. Donc ce tableau, on voit qu'il change à chaque fois que je change et que je reviens, il est changé. Donc cette petite application n'est vraiment
là que pour démontrer certaines possibilités de Blazor. Donc nous on va aller beaucoup plus loin que ce qui est démontré là-bas. Et en fait je retrouve certaines choses. Donc ici voilà, j'ai un click-me qui incrémente un compteur qui est affiché là. Et c'est typiquement un des comportements qu'on apprend à faire quand on commence à coder en JavaScript. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur le on-click du button, on va incrémenter une variable et on va modifier le DOM HTML. Sauf qu'ici, l'avantage c'est que tout ça c'est fait en C#. Donc j'ouvre ici mon application sous Visual Studio. Donc on a vu que je pouvais le lancer avec une invite de commande. Donc je vais fermer cette invite de commande. Et ici je peux lancer avec Visual Studio. Donc là je vais dans la petite fenêtre ici et je sélectionne My App. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser 2JS Express, c'est moins performant et ça ne me lance surtout pas la console. Et j'aime bien voir la console étant donné qu'il y a des logs dessus. Donc si je clique dans Visual Studio en disant démarre mon My App, il va démarrer l'application en s'y attachant avec le debugger. Donc là j'ai ma console qui se lance ici, où est-ce que je vois de nouveau port 5000 et il m'ouvre directement le navigateur. Je retrouve la même application, il n'y a pas de mystère, j'ai exactement le même template de base, donc on ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc ici maintenant ce qui va être intéressant, ça va être de découvrir un petit peu qu'est-ce qui a été généré et voir en détail comment se passe Blazor Server. Alors déjà, Blazor Server se repose sur ASP.NET Core. Donc ceux qui ont déjà travaillé avec ASP.NET Core, que ce soit la version MVC, la version Web API ou la version Razor Page, vont retrouver des fichiers qu'ils connaissent déjà, à savoir le programme.cs et le startup.cs. Donc le programme.cs, il faut savoir que toute application ASP.NET Core n'est rien d'autre qu'une application console qui va lancer un serveur appelé Kestrel qui va permettre de répondre aux requêtes HTTP. Donc ici on le voit, mon programme.cs correspond exactement à un programme console en .NET qui va créer un host builder, donc quelque chose qui va me permettre de hoster une application, donc d'avoir le fameux Kestrel qui est lancé, la créer et la lancer. Et pour la créer, on va lui dire utilise cette classe-là, la classe de startup, pour te configurer. Rien de plus à faire au niveau du programme pour le moment. Donc je ferme cette classe. Au niveau du startup, on retrouve vraiment ce qu'on connaît par rapport à ASP.NET Core. Donc si vous n'avez jamais fait d'ASP.NET Core auparavant, je vais rapidement balayer ça, mais vous avez des cours d'introduction selon la plateforme que vous avez choisie. Donc moi j'ai fait un cours sur ASP.NET Core Razor Page où j'explique un peu plus en détail ce qui se passe ici dedans. Le concept est le même et ça reste la même chose. Vous avez une méthode configure services qui va configurer le service d'injection de dépendance et la méthode configure qui va configurer votre pipeline de middleware. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans les explications. Là, je vais vraiment focaliser sur qu'est-ce qui est différent par rapport à ASP.NET Core MVC. Et bien tout d'abord, on va remarquer qu'on a Add Razor Page, donc en fait on a toujours la possibilité d'avoir des Razor Page. Donc dans une application Blazor, on peut créer des pages ASP.NET Core Razor Page classiques, sans aucune limitation. Et on va également avoir Add Server Side Blazor. Cette méthode, Add Server Side Blazor, ajoute tous les services qui permettent de gérer Blazor en tant que service côté serveur, et donc la version serveur et tous les services liés à la version serveur. On voit également qu'elle prend en paramètre ici des options de circuit, donc ça on y reviendra un petit peu plus tard, ces options nous permettant de configurer certaines choses. Et finalement on a le add singleton qui permet d'enregistrer un service, donc un service ici qui s'appelle le Weather Forecast Service, donc qui a été enregistré d'une manière pas la meilleure possible, on va revenir dessus plus tard, mais qui vous permet de créer vos propres services et de les injecter au niveau de l'application pour pouvoir les utiliser un peu partout. On verra comment ça marche plus tard là-dessus, pas d'inquiétude. Au niveau du pipeline de middleware, eh bien, votre requête va rentrer et passer à travers toutes ces étapes-là. On voit bien évidemment qu'il y a le useStaticFiles parce qu'une application Blazor n'est qu'une application ASP.NET Core qui se exécute sur le serveur. Donc tout ce qui est dans www.root, comme typiquement les fichiers CSS ou éventuellement des fichiers JavaScript, on verra plus tard que Blazor et JavaScript ne sont pas incompatibles, doivent être servis en tant que fichiers statiques. Donc il est nécessaire d'avoir l'utilisation des fichiers statiques, l'utilisation du routing, on verra que la route est également utile dans une application Blazor. Et au niveau des endpoints, et bien très simplement on a le Blazor Hub, donc Blazor Server, je vous le rappelle, fonctionne avec SignalR. Donc en gros vous allez avoir la partie front avec le client JavaScript qui communique avec la partie back par le biais d'un pont WebSocket. Et donc pour ça, il faut un hub SignalR qui va permettre de recevoir et d'émettre les messages. Donc le Map Blazor Hub, c'est une méthode de raccourci qui permet de créer
Le hub SignAlert Blazor est de gérer automatiquement tout ce qui a été prévu par les développeurs Blazor. Donc vous n'avez rien à faire, si ce n'est qu'ajouter vous assurer que cette méthode est bien là, sinon votre site, votre application Blazor ne marchera pas. Et on a le mob fallback to page, donc qui est une méthode qui n'est pas spécifique à Blazor, mais qui permet de dire très simplement, si tu es sur une route que tu ne connais pas, eh bien tu vas te retrouver à /host tout simplement pour te retrouver au niveau de la page de base. Voilà la spécificité qu'il y a au niveau du startup d'un site Blazor. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va faire un tour sur les fichiers qui sont là, donc qui sont propres à Blazor et qui ne sont pas communs avec ce qu'on connaît déjà côté ASP.NET Core, pour découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. On reprend donc là où est-ce qu'on s'était arrêté dans la vidéo précédente. On va explorer notre application Blazor et voir un petit peu quels sont les différents fichiers et ce qu'il en ressort. Alors, déjà, si je ferme le fichier www.route, on voit qu'on a ici une extension de fichier qu'on n'avait pas avant, pour ceux qui faisaient déjà de la ASP.NET Core MVC ou RazorPage. Les fichiers ASP.NET Core MVC de vue étaient CSHTML et ici on a du .razor. L'extension .razor est dédiée aux composants Razor. Les composants Razor sont ceux qui font majoritairement une application Blazor. Donc ici on en a deux, le imports.razor et le app.razor. Donc le imports.razor est exactement le même que le imports.cshtml, c'est-à-dire qu'en fait c'est un fichier, donc attention, qui commence bien par un underscore avec imports avec un S et un I majuscule. C'est dans ce fichier-là qu'on va pouvoir définir toutes les instructions using, donc en préfixant bien par une arrobase. La syntaxe Razor reste en vigueur en Blazor, c'est-à-dire que toutes les instructions C# doivent commencer par une arrobase dans les fichiers Razor. Donc ici j'ai une collection de using pour tout un ensemble de namespace, et le fait de les avoir ajoutés dans mon imports.razor font qu'elles vont être disponibles dans tous mes composants Razor de façon transparente. Ce qui veut dire que je n'aurai pas besoin de faire un using au-dessus d'un composant si je veux utiliser un objet dans un de ces composants-là. Concrètement, c'est comme si en C# on avait une classe dans laquelle on pouvait faire tous les usings, et que l'avantage c'est que dans n'importe quelle autre classe de tout mon projet, je n'avais plus besoin de faire ces usings-là. Ça n'existe pas côté classe, mais côté Razor, ça existe. Ça va nous permettre de simplifier la syntaxe et surtout d'éviter d'avoir des gros pâtés de using au début de chacune de nos applications Blazor qui vont se répéter X fois. Exactement le même que le imports.cshtml. Ensuite, on a le cœur névralgique, le app.razor. Alors déjà, pour comprendre ce qui se passe, quand vous allez lancer votre site, on l'a vu ici, le fallback était sur la page host. Et on n'a pas de host.razor. Il faut ouvrir page, et là on retrouve un host.cshtml. CSHTML, c'est pour C# HTML, donc ce sont les pages Razor classiques qui permettent de mixer de l'HTML et du C# de façon standard, c'est-à-dire parce qu'en fait on va retrouver le fonctionnement HTML non dynamique classique, où est-ce qu'on peut faire des appels HTTP type get et post qui vont nous faire des redirections vers d'autres pages. Ça, c'est ce qui existait avant en ASP.NET Core MVC. Donc si j'ouvre host.cshtml, je retrouve ici la balise de début HTML, la balise head, body, ainsi de suite. Donc en fait, tout ce qui ferait une page HTML classique, à la différence de certaines choses. Déjà, au début, j'ai l'instruction @page. Étant donné que je suis sur une page CSHTML, il faut que je donne l'instruction @page pour lui dire sur quelle route celle-ci est accessible. Et donc là, le @page est juste composé d'un slash qui lui dit simplement, eh bien en fait, c'est la page de base de mon application. Donc si tu accèdes à la racine de mon application, tu exécutes celle-là. Et ça, c'est le add routing qu'on a vu dans le startup précédent qui fait qu'il va rediriger cette route-là vers cette page-là et donc arriver sur cette page-ci. Ensuite, on va retrouver d'autres instructions, le @namespace qui permet de définir dans quel namespace se trouve cette page, le @ avec des accolades qui permettent de définir une instruction C# multiligne. Et ici, on voit que la seule instruction C# qui a été définie, c'est layout égale nul. Donc le layout, c'est une façon de créer un thème et des éléments communs. Le problème, c'est qu'ici on est sur la page de base de notre application et donc c'est la toute première page, donc elle n'a pas de layout. Donc il faut spécifiquement lui dire que le layout est égal à nul pour pas que le framework aille chercher un layout et essaye de l'appliquer autour de ça et créerait de ce fait du code HTML invalide. Là où c'est intéressant, c'est que dans le body, en fait, on n'a pas grand chose, si ce n'est qu'on a une référence vers le script blazor server.js, donc ça c'est le petit client en JavaScript qui permet de faire les appels vers le serveur et récupérer les bouts d'HTML à changer dans votre DOM par rapport aux appels SignAlert.
On a une div ici qui permet d'afficher en fait une petite pop-up, en fait ça va faire un layout supplémentaire au-dessus de votre page en fait, qui va dire qu'il y a eu un problème de communication avec le serveur et qu'il est nécessaire de recharger la page. Donc on a en fait ici une notion d'environnement qui n'affichera pas le même message en fonction de si on est sur l'environnement de développement, de l'environnement de production, l'environnement de pré-production. Donc cette petite pop-up peut être supprimée à vos risques et périls, mais elle est là pour dire simplement que la communication avec le serveur a été perdue et qu'il est nécessaire de rafraîchir la page pour la récupérer. Et finalement, la chose qui nous intéresse le plus en l'occurrence, c'est cette partie component qui permet de dire, eh bien je veux insérer ici un composant Blazor, son type c'est celui-ci et son mode de rendu c'est serveur pré-rendered. Donc ici on a plusieurs modes de rendu. Ces modes de rendu en fait permettent de définir comment on veut afficher ce composant et surtout qu'est-ce qu'on veut utiliser comme mode de rendu. Donc si je supprime cette valeur là et que je fais CTRL espace, je retrouve ici plusieurs valeurs: serveur, serveur pré-rendered, statique, WebAssembly et WebAssembly pré-rendered. Donc ce que je vous conseille, c'est de laisser la valeur par défaut qui est serveur pré-rendered, qui est la valeur en disant je veux rendre ce composant de façon Blazor Server en utilisant le pré-rendu. C'est la façon la plus performante qui a été choisie par défaut. Je vous conseille de ne pas y toucher. Là où c'est intéressant, c'est qu'ici dans mon type, je lui précise le type en fait, avec type off, en disant eh bien c'est le type, c'est ce composant là que je veux que tu instancies et que tu injectes ici. Et on retrouve type of app, et app fait référence à app.razor. Parce qu'en effet, bien que on a app.razor et pas app.cs, tous les composants .razor ont une classe C# qui est associée, qui correspond au nom du composant. On va voir un peu plus tard comment est-ce que je peux séparer les deux, mais étant donné qu'un composant Razor est composé et de partie graphique et de partie code, et bien la partie code se retrouve logée dans une classe, et cette classe prend le nom du composant. Donc ici je lui dis affiche-moi le composant de type app, donc qui correspond à celui-ci, et vous remarquez que le namespace c'est la racine, donc je n'ai pas besoin de préciser étant donné que je suis à la racine de mon application. Donc si j'ouvre le app.razor, c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce qu'en fait je lui dis je veux que tu me rendes ce composant là, et dans ce composant là en fait on n'a pas grand chose, et vous commencez à vous demander qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait ce composant là ne contient qu'une seule chose, qui est le routeur. Alors on peut l'agrémenter, et d'ailleurs on va l'agrémenter, mais dans la version initiale du projet on a juste le routeur qui dit en fait eh bien je vais afficher dans ce composant là le composant à la route où l'utilisateur s'est rendu. Donc quand on crée un routeur en Blazor, on est obligé de lui préciser plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, on va lui donner l'information de l'app assembly. En fait, c'est l'assembly dans laquelle le composant routeur doit aller chercher les composants de la route. Ici, je n'ai qu'une seule assembly parce qu'en fait, tous mes composants sont dans un seul projet. Donc, je lui dis simplement app assembly égale type of. Donc là, je prends une classe qui est forcément là, donc ici la classe programme, et je récupère son point assembly, donc sur la partie type de programme. C'est peut-être un peu compliqué si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en .NET. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est que dans le app assembly, vous allez lui donner une collection d'objets de type assembly, donc ici de type assembly, comme on le voit quand je mets la souris dessus, système réflexion assembly. Vous allez lui dire, le routeur doit aller chercher les composants qui matchent la route dans l'assembly qui est donnée ici. Ce routeur, en fait, va avoir un enfant, un contenu, quelque chose à l'intérieur. On le voit que la balise en fait s'étend sur 10 lignes, et dans cette balise on va avoir deux balises enfants, found et not found. Très simplement pour dire eh bien est-ce que la route a été trouvée ou est-ce qu'elle n'a pas été trouvée. Si vous tapez /toto et que vous n'avez pas de composant qui est à /toto de votre application, vous allez avoir une erreur. Donc ici on voit que dans not found, j'ai une layout view qui m'affiche désolé, il n'y a rien à cette adresse en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça en action directement pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc pour rappel, votre fichier, ici on cherche en fait de façon transparente, on va charger le host.cshtml qui affiche le app.razor. Donc en fait tout ce qu'on voit à l'écran ici c'est app.razor. Alors vous êtes en train de vous dire ouais mais c'est très bizarre parce que là pour le coup j'ai pas le menu dans mon app.razor, j'ai pas le contenu. On va y venir. La chose que je veux vous montrer, c'est que si je tape /toto, j'ai sorry, there is nothing at this address. Donc, je retrouve le message d'erreur qui est ici. Donc, si je personnalise ce message d'erreur,
je peux mettre absolument ce que je veux. C'est une page 404 NodeFound personnalisée. Il y en a pas mal sur Internet, en Bootstrap ou avec les technos que vous voulez. Mais vous avez la possibilité de dire, eh bien, si l'utilisateur va vers une route que je ne connais pas, il va rentrer dans ce NodeFound et dans le contenu de cette balise NodeFound, je peux mettre absolument ce que je veux. Donc là, ce qui est prévu par défaut, c'est d'utiliser le layout qui est prévu par défaut avec un message à l'intérieur de ce layout. Donc si je reviens, en fait, ça c'est le message à l'intérieur du layout, ce qui veut dire concrètement que tout ce qu'il y a autour là, c'est le layout. Ce fameux main layout. Et en fait, ce main layout, on le retrouve également ici, type of main layout. Dans le cas où la route a été trouvée, donc par exemple, si au lieu de Toto, je mets /counter, c'est une route qui est trouvée. Donc je me retrouve avec le layout et le composant compteur à l'intérieur. Et comment est-ce que ça marche? Quand je suis dans le found, ça veut dire que ma route existe déjà. Je vais définir un contexte. Donc ce contexte route data. Donc ça veut dire qu'en fait je vais stocker dans une variable les informations de la route. On va voir qu'on peut extraire des informations de la route. Et je vais le passer à mon route view. Donc le route view en fait c'est un composant de base prévu par Blazor qui affiche le contenu disponible à la route, qui prend comme paramètre un route data, donc les données de la route. Donc ici, j'ai défini une variable route data en disant si tu trouves la route, le contexte, mets-le dans la variable route data, et cette variable route data que j'ai créée ainsi de cette façon-là, ce paramètre-là, je vais le passer à route data de ma route view pour que le composant à la route trouvée puisse l'exploiter. Et je vais retrouver le default layout égale type of main layout qui va me permettre de définir en fait tout le pourtour dans lequel mon composant doit être injecté. Donc en fait le app.razor c'est juste ça qu'il fait, c'est qu'il contient aujourd'hui que le routeur, c'est-à-dire qu'en fait il va analyser la route que vous avez tapée et s'il ne la trouve pas, il va vous afficher le layout avec un message personnalisé. Donc là vous avez vraiment la possibilité de mettre absolument ce que vous voulez ici. Donc par exemple, à titre d'exemple, je vais simplement pour vous montrer supprimer le layout et je vais me retrouver avec une page HTML où il n'y aura que ce paragraphe là. Donc je vais retaper mon /toto et là je retrouve que mon paragraphe, je n'ai plus le layout autour comme vous le voyez. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire votre contenu personnalisé. Donc tout ce qui va se trouver, donc je vais remettre comme c'était avant, tout ce qui va se retrouver dans la balise NodeFound ici en termes de HTML sera affiché brut sur votre page attention en prenant bien compte que ce sera affiché à la place de cette balise là, donc en fait ça va être injecté à cet endroit là, donc vous aurez toujours accès à vos styles.css et à vos fichiers JavaScript au besoin, mais tout ce qui est dans ce bloc là, NodeFound va se retrouver injecté si la route n'est pas trouvée, et tout ce qui est dans le bloc found va se trouver injecté si la route a été trouvée, avec une extraction ici de la route data. Et on utilise dans le cas où ça a été trouvé la route view en fait, qui va me permettre de dire je veux afficher la vue qui est prévue à cette route là, donc ça c'est un petit peu la magie qui se passe derrière. On a déjà vu ici le @page, on va le revoir dans la vidéo suivante, pour dire le route view va m'afficher le composant à la route qui est prévu en lui passant ces données là et en utilisant le layout main layout. Donc maintenant, vidéo suivante, on va prendre un peu de temps pour découvrir le main layout, comment ça s'architecture et comment un composant définit qu'il est à telle route et comment il peut exploiter la route. On a vu dans la vidéo précédente que selon la route que l'utilisateur choisit de suivre sur notre application, si elle a été trouvée ou non trouvée, on allait rentrer dans un cas ou dans l'autre, et que dans les deux cas, généralement, on fait référence au layout, même si ce n'est pas obligatoire. Dans la version de base, c'est prévu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer ce layout. Alors vous allez me dire, je ne trouve pas ici de main layout. Eh bien en fait, c'est parce qu'il se trouve dans un dossier qui s'appelle shared. Donc ce dossier shared contient des composants qui sont visibles pour tous les autres composants. Ce qui veut dire qu'en fait, le main layout, ici, il l'a bien trouvé dans shared, pour la simple et bonne raison que dans les imports, j'ai bien le using de myapp.shared déjà de prime abord, et ensuite parce que c'est quelque chose qui est partagé entre tous les composants de façon générale. Donc le main layout, en fait, on va retrouver quelque chose qui est un petit peu plus parlant. On va retrouver ici du HTML avec l'utilisation de composants intégrés. Donc déjà, le HTML classique, on va faire l'impasse dessus, c'est quelque chose que vous connaissez probablement. On a une instruction spéciale ici, ligne 14, le @body, et ce fameux @body, il s'agit tout simplement du composant qui va être injecté à cet endroit bien précis de votre HTML. Donc le layout va vous permettre en fait de définir
la partie HTML classique dans laquelle va s'intégrer vos autres composants. Donc vous allez avoir dans le layout, le @body. Donc pour avoir accès au @body, il faut hériter de layout component base. Donc c'est cette première instruction qui est ici, @inherit layout component base, qui dit simplement que cette classe de layout, ce composant, hérite de layout component base et on le définit avec @inherit. Donc c'est pour ça que j'ai accès à @body, c'est parce que j'hérite de cette classe là. Suite à ça, je peux utiliser également d'autres composants. Par exemple ici j'utilise le composant navMenu et ce navMenu en fait c'est un composant qui est défini ici. Donc j'utilise un composant comme une balise HTML classique s'il a été défini et que je sais où s'il a été défini. Et donc dans mon navMenu je vais retrouver également ici du code HTML avec des liens de navigation. Donc ici on a un autre composant prévu par ASP.NET Core Routing Navlink en fait qui permettent de définir un lien de navigation. Donc c'est là qu'on va retrouver en fait Home, Counter et Fetch Data, donc les liens sur la gauche de notre application Blazor. Et ce navlink en fait va lui dire eh bien je veux aller à la route grâce au href, de la même façon qu'on aurait ça avec une balise A en HTML. Donc ici je fais un navlink en disant quand tu cliques dessus, tu vas sur l'URL /counter et comme ça je peux matcher avec cette URL là et le moteur de routing va éventuellement m'afficher le composant qui se trouve à cette URL. Donc si je reprends ici, mon layout me permet d'afficher ici le composant ou le contenu qui doit se trouver ici. Donc c'est ici également que vous allez retrouver ce fameux paragraphe sorry there is nothing at this address qui va être injecté dans le body ici, mais vous allez également trouver éventuellement le composant qui va être injecté à cet endroit là. Donc prenons l'exemple que je veux aller sur le composant counter. Donc dans mon main layout ici j'ai le menu. Donc ils en ont fait deux composants à part. Dans mon menu, si je clique sur le navlink counter, je vais aller à l'adresse /counter. Donc en fait, le moteur de routing va aller chercher dans tous mes composants Razor celui qui a une instruction qui est @page/counter. Donc on va aller directement voir le counter.razor et ça tombe bien, j'ai une instruction @page égale /counter. Donc c'est comme ça en fait que je peux faire le lien pour naviguer de composant en composant. Maintenant qu'on connaît la directive @page, donc ici qui permet de définir à quelle adresse un composant est accessible, nous allons voir comment exploiter des paramètres de route. Alors les paramètres de route, c'est une notion qui est très commune. Ça permet d'extraire des informations depuis l'URL pour pouvoir les exploiter. Typiquement, un cas d'usage qui est un des plus courants, par exemple, vous avez une liste d'objets, prenons par exemple une liste de personnes, et quand vous cliquez sur une ligne de cette liste, vous voulez accéder à la fiche de la personne concernée, eh bien vous allez vouloir accéder à l'URL qui est par exemple /personne /détail /l'ID de la personne. Et en fait cet ID c'est une partie qui est qualifiée de dynamique de la route, c'est-à-dire qu'elle va changer parce que toutes les personnes n'ont pas le même ID bien entendu, et donc vous allez vouloir en fait extraire cette information sous forme de paramètres dans votre composant afin de pouvoir l'utiliser pour faire une recherche en base de données, faire une recherche dans une collection en mémoire ou autre. Donc c'est un scénario très courant de récupérer une donnée depuis l'URL et c'est également très facile. On va le mettre en pratique ici sur notre composant compteur. On va considérer en fait que la valeur current count, qui est donc la valeur du compteur, peut être défini initialement par le biais de la route. Par exemple, si je vais à /counter, c'est que je veux mettre mon compteur à 0, donc je commence à 0. Et si je vais à /counter par exemple 10, c'est que je veux commencer mon compteur à 10. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu le cas d'usage. Alors concrètement, ce que j'aimerais, c'est avoir ça, en gros, dans mon URL. Mais si je fais ça, je dis simplement que le composant compteur n'est accessible que à l'URL /counter/10. Donc ça veut dire que /counter n'existe plus, déjà, et le 10 qui se trouve ici ne peut pas être récupéré au niveau de current count, sauf en disant, je veux que current count au lieu d'être égal à 0 soit égal à 10. Mais alors je vous laisse imaginer le nombre de duplications de counter que vous allez devoir faire si vous voulez gérer les nombres de 0 à par exemple 1 million, c'est pas du tout prévu pour ça.
Alors concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir déjà de prime abord laisser le compteur accessible avec sa valeur par défaut qui est counter comme ceci. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on va rajouter une deuxième directive @page, car oui, on peut en avoir plusieurs. Et dans cette deuxième, on va définir une deuxième route qui ne doit pas être identique à la première. Donc si j'ai deux fois ça, ça veut dire que j'ai défini deux fois la même route, ce qui n'a pas de sens. Là, je veux simplement dire qu'ici, je veux accéder avec une valeur. Et donc cette valeur, en fait, ici, je vais la mettre entre accolades pour dire qu'en gros, ce qu'il va y avoir entre accolades dans cette partie-là de mon URL, c'est quelque chose que je peux extraire. Et je vais lui donner un nom. Par exemple, value. Donc en donnant un nom comme ceci, en fait, j'ai créé un nom qui s'appelle value. Ça veut dire que côté code, il va me falloir une propriété de type, en l'occurrence int ici, que j'appelle value. Donc cette propriété, en fait, il va y avoir un matching entre le nom de ma propriété et le nom du paramètre dans l'URL. On remarquera que la casse n'est pas sensible ici parce que j'ai un V majuscule à ma propriété pour respecter les bonnes pratiques C#, et au niveau de l'URL, j'ai mis un value tout simplement. Alors, il va manquer une petite indication à Blazor pour savoir qu'en fait, cette propriété value, elle est mappée à cette valeur de l'URL. Et la façon dont on va lui indiquer ça, on va rajouter un attribut, donc entre crochets au-dessus de ma propriété, je vais rajouter entre crochets parameter en lui disant, eh bien en fait, cette propriété correspond à un paramètre. Alors le paramètre, on verra qu'il a, cet attribut paramètre, on verra qu'il a d'autres usages également. Là, c'est simplement pour dire à Blazor, eh bien c'est un paramètre, donc tu peux l'avoir depuis la route, donc extrais-moi si tu trouves la valeur dans la route et mets-la moi dans value. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que value, en fait, qu'elle fasse référence à ce fameux current count qui est ici. Donc je vais utiliser value comme étant une propriété proxy vers current count, et je vais lui dire que quand on fait un set, current count égale, alors ici le value qui est ici, qui est en bleu, correspond à la valeur du set. De cette façon, quand j'arrive ici, je vais affecter directement current count à la valeur qui m'a été passée par la route. On va essayer ça. Donc, si je vais sur counter, j'ai bien la valeur qui est égale à 0, comme avant. Et si je vais par exemple sur counter/10, je vois que j'ai une erreur. Alors, cette erreur est un peu bizarre. En fait, il me dit ici qu'il n'est pas capable de transformer un objet de type string en int32. Donc, je vais revenir dans Visual Studio et je vais me poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ici, j'ai défini un paramètre d'URL value qui est bindé à une propriété de type int. Et quand j'ai créé cette deuxième URL, je n'ai pas précisé que la valeur que j'attendais au niveau de mon URL était un entier. Ce qui veut dire que par défaut, tous les paramètres d'URL que vous allez extraire de cette façon-là, sans préciser quoi que ce soit d'autre, sont considérés comme des chaînes de caractères. Et si vous essayez de dire à Blazor, eh bien en fait ici, extrais-moi cette valeur et mets-la moi dans une propriété dont le type n'est pas string et que vous n'avez mis ici aucune contrainte, il va y avoir l'erreur qu'on a rencontrée. Donc pour corriger cette erreur, en fait, on doit rajouter une contrainte au niveau du paramètre de la route, et le rajout d'une contrainte se fait en mettant après mon paramètre un 2 points et en précisant la contrainte concernée. On peut avoir plusieurs contraintes. Ici, la seule qu'on va avoir, c'est de dire qu'en fait, cette partie du paramètre, donc la contrainte, c'est que c'est un int, 2.int. Et comme ça, Blazor sait que, eh bien, en fait, pour extraire la valeur de p-value, il faut que ce soit quelque chose qui est transformable en entier, en int, et donc exploitable. Donc je réessaye, et là, j'ai bien current count égale 10. Donc vous pouvez rajouter des extractions de morceaux de route sous forme de chaîne de caractères et les traiter par vous-même a posteriori, ou rajouter une contrainte dans la route pour dire à Blazor, eh bien en fait, ce type-là, ce paramètre-là de ma route est de ce type-là. Donc des contraintes de route, il en existe beaucoup. De telle sorte qu'ici, si je vais sur la documentation officielle de Microsoft, et que je vais sur le route constraint référence, donc moi je le lis en anglais, mais vous pouvez également le lire en français, hein. Donc j'ai tapé route constraint dans Google et je suis arrivé sur ce premier lien. On voit ici un tableau qui nous dit en fait toutes les contraintes qui existent de base avec
avec le framework sans qu'on ait besoin de créer de comportements personnalisés. Donc on en a pas mal. Nous par exemple ici dans notre cas on a utilisé la toute première en disant que c'était un entier. On a également sur d'autres types primitifs comme boolean, datetime ou même GUID. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Et si vous ne trouvez pas de contrainte qui correspond à votre besoin, eh bien vous faites simplement une propriété en chaîne de caractères et vous faites un traitement a posteriori. Donc comme moi j'ai fait ici, en fait, au lieu d'avoir une simple propriété proxy vers un objet du même type, ici vous allez avoir une chaîne de caractères et vous allez ici avoir un membre privé qui correspond à votre type et vous allez transformer la chaîne de caractères dans votre type si tel est votre besoin. Donc on a vu comment un composant pouvait être accessible, comment jouer avec la route, rajouter une contrainte sur la route, et donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour créer vos composants et dire la façon dont vous voulez qu'ils soient accessibles et exploiter d'éventuels paramètres de route. Dans cette vidéo, on va faire un petit point rapide sur la partie architecture de l'application Blazor. Alors, jusqu'à présent, il y en a ici à l'écran le composant counter qui est un composant type Blazor tel que démontré précédemment, où est-ce que nous avons une partie HTML, une partie on va dire header où est-ce qu'on va définir certaines valeurs et certaines propriétés, donc on va en voir une nouvelle dans cette vidéo justement, et la partie code qui contient le code C# de notre composant. Dépendant de votre horizon et de votre sensibilité architecturale et également de vos années d'expérience en C#, beaucoup de développeurs, moi y compris, n'aiment pas mélanger les concepts de code et de vue en même temps. Et typiquement, on préférerait avoir un fichier qui contient que la vue et un fichier qui contient que le code. C'est une façon de faire assez courante, surtout dans les technos .NET, si on prend par exemple que ce soit du Xamarin, du WPF, ou même pour taper sur des technos un peu plus anciennes, de l'ASP.NET Web Forms, on a toujours le code de la vue et ce qu'on appelle le code behind, donc le code en fait qui est rattaché à la vue, mais qui n'est pas dans la vue. Et donc ici avec Blazor, l'approche par défaut qui nous est montrée est de mélanger les deux. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo deux façons de séparer le code de la vue. La première façon est, on va dire, la plus simple et garde le comportement tel qu'il est prévu par défaut. Il faut savoir que en Blazor, un composant est en fait une classe, est généré dans une classe de façon sous-jacente qui porte le nom du composant. Donc en fait, ici, ma classe qui serait celle-ci est la classe counter. On le voit, si je déplie ici, j'ai la classe counter et j'ai des informations. Donc je vais retrouver en fait ici mes différentes valeurs de mon code à moi, ainsi que certaines choses que Blazor a fait automatiquement tout seul. Donc ce que je peux faire, c'est me servir de la notion de classe partielle en C# pour séparer le code de la vue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une nouvelle classe et je vais l'appeler counter.razor.cs. Alors je l'appelle simplement counter.razor.cs pour une simple et bonne raison, c'est qu'en reprenant le même nom que mon composant, donc counter.razor, et en rajoutant par la suite .cs, ça va me permettre d'utiliser Visual Studio pour faire l'imbrication des deux fichiers. Je vais vous montrer ça de suite. C'est-à-dire que, vous voyez, si je garde tout déplié, je n'ai que counter.razor et si je le déplie, je retrouve ma classe counter.razor.cs ici, qui me permet en fait d'avoir le lien entre les deux fichiers de façon hiérarchique un peu plus visible et de dire que ce fichier .cs est lié à ce fichier counter.razor. D'expérience, je sais que ça ne marche pas sur VS Code, vous allez avoir les deux fichiers au même niveau hiérarchique. Je ne sais pas pour Visual Studio pour Mac, je n'ai jamais fait de Blazor sous Mac et je n'ai jamais tenté cette opération sous Mac. Mais sous Visual Studio sous Windows, que j'utilise moi quotidiennement, c'est quelque chose que je fais très souvent. Quand bien même, on le verra après, c'est pas le même nom de classe, ça permet d'avoir un regroupement visuel plus agréable. Alors ici, j'ai créé donc cette nouvelle classe, counter.razor.cs, donc Visual Studio considère que le nom avant le premier point, c'est le nom de ma classe, donc ici il l'a appelé counter à raison, et il me dit, en fait, il y a un problème, il existe déjà en fait une déclaration de type counter, et il me précise bien une autre déclaration partielle. Ça veut dire qu'en fait, la classe qui est générée par le composant Blazor est de fait une classe partielle. Donc, pour que ça fonctionne, je rajoute juste le mot-clé partial. Et comme ça, en fait,
cette nouvelle classe que j'ai créée est une extension de ma classe counter.resort. Donc tout ce qui est ici dedans dans cette balise code, je peux le couper, et supprimer d'ailleurs la balise code au passage, et le mettre dans cette classe-là. Donc bien sûr, il faut faire les using qui vont bien, pour que ça compile. Mais concrètement, ça veut dire que Blazor est capable ici, on le voit, de faire en sorte de retrouver ses petits en quelque sorte, ou est-ce qu'en fait, mon composant Blazor côté vue, c'est une classe partielle, et j'ai créé la classe partielle dans laquelle je mets mon code. Donc en fait, en faisant cette opération, concrètement, niveau compilation, ça reste deux classes, exactement ça reste la même classe en fait, dans le code qui va être généré. In fine, le code et la vue seront entre guillemets mélangés. Mais néanmoins, côté organisation de code, version développeur, eh bien vous avez quelque chose de plus propre avec plus de séparation. Ça c'est la première façon, celle que je faisais avant. Maintenant, je préfère me servir d'une autre façon en fait et de faire une notion de hiérarchie à l'aide d'héritage. Je préfère ça parce qu'en fait je sépare un peu plus les responsabilités et surtout je fais une visibilité qui est un peu plus logique. Par exemple ici, on a des données privées, où est-ce que current count et increment count, en fait, si on retourne dans ma classe partielle, sont des données privées, et elles sont quand même exploitées dans la vue. On peut considérer que c'est du détail d'implémentation, selon les sensibilités, mais moi ça me dérange un petit peu, je préférerais en fait que ce soit des données qui soient soit publiques, soit à minima si je dois avoir une notion de protection protégée. Ce n'est encore une fois qu'un avis personnel, vous pouvez très bien faire comme ça. Mais moi ce que je fais généralement, c'est qu'au lieu d'avoir une classe partielle ici, je crée une classe totalement indépendante que j'appelle CounterBase par exemple, donc qui va être ma classe de base et qui de fait hérite de ComponentBase, donc ComponentBase étant la classe de base pour les composants. Donc ici ce que je fais en fait, eh bien, c'est que j'ai les données de mon composant et tout ce qui doit être utilisé par ma vue, je le passe en protected. Donc je passe tout en protected. Et donc niveau vue, celle-ci, elle s'y perd parce qu'elle n'a aucune notion de ça. Elle n'est pas capable de savoir que cette vue-là doit avoir comme base CounterBase qui est définie ici, quand bien même le nom est le même, il n'y a pas de devinette qui est faite de façon magique. Au lieu de ça, je vais devoir dire à ma page, eh bien en fait, la classe partielle qui représente ce composant Blazor hérite de ma classe CounterBase que j'ai créée. Donc ça, je peux le faire grâce à l'instruction @inherits. Donc cette instruction me permet de faire l'équivalent du 2 points avec une autre classe côté C#, donc l'héritage, et je lui dis qu'ici, cette classe hérite de CounterBase. Et ce faisant, vu qu'elle en hérite, elle a accès à tous les membres protected, et donc ici j'ai résolu mes erreurs de compilation en créant une classe totalement indépendante. Alors moi ça c'est l'approche que je privilégie, les deux sont totalement valides et fonctionnels, vous prenez celle que vous préférez. Je trouve qu'ici, l'avantage de faire l'héritage, c'est vraiment de séparer la classe de code behind de la classe de vue, et donc de mieux gérer un peu plus finement les portées qui sont des détails d'implémentation. Parce que pour moi, privé, c'est un détail d'implémentation qui va me permettre de faire par exemple dans mon CounterBase des méthodes ou des champs privés que la vue ne doit pas afficher, qu'elle n'a aucun intérêt à faire, parce que c'est juste une préparation de certaines données, ou l'exécution de routines qui sont vraiment propres à la logique de mon CounterBase sans l'affichage. Donc vous avez vu deux façons de séparer le code de la vue. De façon générale, je vous conseille vivement, dans les cas des composants qui sont un petit peu évolués, de séparer le code de la vue. Dans d'autres cas, et je l'avoue, moi-même je le fais aussi, on va utiliser le @code dans le composant parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à mettre, donc on va éviter de se créer des classes supplémentaires. Le fait d'utiliser cette notion d'héritage, je trouve ça plus propre. C'est un avis personnel, vous choisissez la version que vous préférez, soit de vous garder le code dans votre composant, soit de vous le séparer par classe partielle, soit de vous le séparer par le biais d'un héritage. Tous les choix sont valides, tous les choix fonctionnent, c'est juste une histoire d'organisation et de propreté de code par rapport à ce qui vous intéresse le plus, mais en tout cas maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir choisir la version que vous préférez. Bienvenue dans ce tout premier exercice, donc qui clôture le premier module. Vous avez vu vraiment les bases de Blazor, mais les bases. Donc le premier exercice qu'on va faire est relativement simple. On va créer le nombre magique. Donc en fait, il faut deviner un nombre compris entre 0 et une borne max. Alors cette borne max, elle peut être librement définie. Moi j'ai mis 20 pour l'exemple. Et l'idée, c'est que l'utilisateur ici va saisir son numéro, taper sur tester. Donc si c'est faux, on voit il a perdu un petit cœur. Donc on va comme ça jusqu'à la fin. Donc il va tester.
hop, il essaye de trouver le numéro, et ah, bah là pour le coup j'ai gagné. Donc quand j'ai gagné, j'ai trouvé le bon numéro, j'arrive sur gagner ici, avec le petit smiley. Et si je fais rejouer, je repars. Donc par exemple, ici, par exemple, je vais tester avec 1. Donc là, je vais tester plein de fois avec 1 et j'arrive sur perdu. Donc très très simple comme algorithme et comme principe, voilà, d'essayer de deviner ce nombre magique et de créer un petit jeu en Blazor. Alors, je vais vous donner ici sur le composant counter quelques indications sur comment réaliser certaines choses pour ne pas que vous perdiez du temps là-dessus. La première chose, c'est pour faire de l'aléatoire, vous allez utiliser la classe random. Donc je vous laisse voir un petit peu comment ça se passe. Donc vous faites un new random et vous avez un objet random sur lequel vous pouvez récupérer de l'aléatoire. Donc je vous laisserai voir un petit peu comment le récupérer. Ensuite, la seconde chose, c'est qu'il va falloir que vous initialisez tout votre jeu, tout votre contexte au sein de votre composant. Et pour ça, vous allez le faire dans la méthode, vous allez faire overwrite et vous allez le faire dans la méthode onInitialized. Donc vous tapez avec Visual Studio, vous tapez overwrite, il vous propose la liste de ce que vous pouvez remplacer, et c'est dans cette méthode là qu'il faut le faire. Sinon vous tapez protected override void onInitialized, et dedans vous pouvez mettre votre code, le code que vous voulez, qui va se faire tout au début de votre composant. Donc ça c'est la deuxième petite chose qu'il va falloir réaliser. Et la dernière en fait c'est la notion de binding, qu'en fait que vous puissiez récupérer la valeur que l'utilisateur a saisie dans l'input. Donc on ira bien plus en détail sur ce concept là dans le prochain module, mais pour que vous sachiez comment faire, vous allez faire ici un input et vous utilisez la syntaxe @bind et vous allez lui donner la valeur à laquelle vous voulez qu'il s'attache en fait. Donc par exemple ici je peux dire current count et comme ça ma zone de saisie est liée à cette valeur là, ce qui veut dire que chaque chose que je saisis dans cette valeur là, dans cet input là, va aller dans cette valeur, et chaque fois que cette valeur est modifiée, ça va mettre à jour mon input. Donc en utilisant cette syntaxe là avec ici une valeur, vous allez pouvoir récupérer la valeur d'utilisateur dedans. Mais pas d'inquiétude, dans le corriger j'irai étape par étape et je vous montrerai comment faire. Là je vais vous donner les trois petites astuces. La première, la classe random pour l'aléatoire. La seconde, faire votre code d'initialisation de votre jeu dans la méthode onInitialized qui doit être override. Et la dernière, sur un input, rajouter le @bind égale plus un champ qui va vous permettre de vous lier à cette valeur de telle sorte à ce que vous puissiez récupérer la saisie d'utilisateur. Essayez de faire l'exercice par vous-même. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Est-ce qu'on fait le corriger ensemble? Et surtout, n'allez pas voir le corriger, essayez vraiment de faire l'exercice, c'est important parce que dans le prochain module, on va encore acquérir des notions plus avancées et si vous ne maîtrisez pas ces bases-ci, eh bien ça risque d'être compliqué pour la suite. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le corriger. Allez, c'est parti pour ce premier exercice qui va clôturer ce tout premier module. Alors, exercice qui était relativement simple dans son énoncé, le nombre magique. Donc ici, je vais faire la création en ligne de commande et travailler avec VS 2019 sous Windows. Encore une fois, je le répète, Blazor se repose sur ASP.NET Core et donc multiplateforme. Donc vous pouvez travailler sur la plateforme dont vous souhaitez, que ce soit Mac ou Linux ou Windows, avec l'IDE que vous préférez. Ça n'a pas d'importance particulière. Donc, moi, je vais créer ici à l'aide de la ligne de commande, une nouvelle application, .NET New Blazor Server, et rajouter l'option No HTTPS pour éviter d'avoir le support HTTPS, après tout ce n'est qu'un projet local. C'est parti. Mon projet est créé, et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le CSproj avec VS 2019. Alors VS 2019, la preview, que vous soyez avec la version stable ou pas, encore une fois, pas d'importance, l'IDE importe peu. Donc ce premier exercice, l'énoncé était simple, créer un nouveau composant dans lequel on va mettre le nombre magique, et le nombre magique c'est assez simple, un nombre aléatoire qu'on doit deviner avec X essais, et l'utilisateur va saisir un nombre et faire entrer, saisir un nombre, faire entrer, ainsi de suite. Donc on va faire ça ensemble. Donc ici mon projet est ouvert, première chose à faire c'est au niveau du dossier page, créer un nouveau composant, donc je vais faire ça de suite. Donc un composant Blazor tout simple, il n'y a pas de mystère là-dessus. Alors ce composant, je vais l'appeler nombre magique. Donc sur la page, première chose que je fais, je vais lui donner l'instruction sur laquelle il doit arriver. Donc si vous regardez sur les autres, vous pouvez vous en inspirer, @page avec les guillemets, toujours commencer par un slash. Donc @page, je vais la mettre à l'URL nombre. Et bien sûr, au niveau de shared dans le menu, je vais rajouter une entrée pour lui dire que je veux aller sur le composant. Donc ici, ça va être nombre, et là je vais l'appeler nombre magique. Composant créé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer la classe qui est la classe de base avec la vue.
par souci de ce qu'on appelle le single responsibility. Donc nombre magique base. Alors on remarquera ici que je viole un principe C# par rapport au namespace. C'est tout simplement que j'ai donc créé la solution qui s'appelait nombre magique, qui n'utilise donc pas de majuscules et qui la séparation se fait avec des underscores. C'est pas vraiment comme ça qu'on fait le namespace par défaut. Si ça vous ennuie vraiment, vous pouvez aller dans les propriétés de votre projet, et ici vous avez le nom de l'assembly et l'espace de nom par défaut, et vous le changez pour remettre celui que vous voulez. Bon, moi pour le coup je vais simplement garder celui du projet sans plus, parce que bon voilà, c'est pas spécialement grave. Donc ici je fais hériter mon composant, donc ma classe de mon composant de component base, en faisant bien l'import du namespace Microsoft ASP.NET Core Components, et je vais au niveau, donc je vais supprimer le bloc code qui n'a plus lieu d'être, et ici je vais au niveau de mon composant entre guillemets graphique, et je le fais hériter de ce nombre de base. Donc là voilà, j'ai mon composant qui est créé, j'ai tout qui est prêt. Maintenant on y va, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par faire le code en arrière-plan, c'est le plus simple, après on mettra tout ça en page. Donc qu'est-ce qu'il faut quand j'arrive sur ce composant-là? Eh bien déjà, il faut que je définisse le statut actuel de l'état du jeu et que je prépare le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que le joueur va revenir sur le composant, il y aura un nouveau nombre qui aura été calculé et il repartira de 0. Donc ici, je vais faire... Alors, je vais la mettre en protected const int nblives max, et je vais dire qu'il a 5 vies maximum. J'en fais une constante, comme ça si demain je veux changer et que je veux faire des niveaux de difficulté par exemple, ou que je veux dire bah non en fait mon jeu est trop difficile avec 5 essais, allez hop on y va, on passe à 10. Pareil, je fais une constante de type entier sur laquelle je mets nbmax en disant le nombre maximum, et pour le moment je mets 20, c'est-à-dire que la personne doit deviner un nombre entre 0 et 20. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un point d'entrée de mon composant pour lui dire, eh bien maintenant, je vais créer ce nombre aléatoire, donc avec la classe random, comme je l'avais dit dans l'énoncé, et je vous avais dit dans l'énoncé également qu'on va faire ça dans le onInitialized. Donc, pour le moment, ça, c'est pas tellement quelque chose que vous devez vous poser comme question. On va voir ça plus tard, mais en tout cas, je vous ai dit, voilà, c'est là que vous devez vous mettre, donc on va faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser ici random, et je vais utiliser la classe random, donc random qui fait un aléatoire, mais un aléatoire au sens vraiment basé sur la date, ce qui veut dire que vous pouvez pas vous servir de ça pour être sûr d'avoir un aléatoire qui soit définitif, parce que si on arrive à simuler la date du système, il le calculera toujours de la même façon. Donc mon random, en fait, on voit ici, j'ai deux signatures. Donc soit je lui donne un seed, donc une valeur de départ à partir de laquelle il va calculer, soit je lui donne rien. Donc je vais rien lui donner. Et donc là ici, je vais lui dire, je vais stocker ici en valeur protégée, protected in nb magique. Donc le nombre magique, je vais lui dire qu'on a un random, on va faire un get, alors random.next, pardon, et là en fait on a plusieurs signatures. Donc on a next entre min et max value, on a max value ici, donc là max value en fait c'est bien, c'est un non négatif random integer qui est inférieur au maximum spécifié. Non négatif, inférieur, donc nous ça nous va, donc on va faire nbmax. Alors nbmax. Donc je mets nbmax ici. Et donc là, mon nb magique, c'est égal à random.next, nbmax. Et comme le next me dit que c'est un non négatif, c'est compris entre 0 et max value, c'est ce qu'il me dit ici dans le commentaire. J'ai calculé mon nombre magique. On y est. Donc maintenant, il va me falloir une variable qui va stocker en fait la progression du joueur. Donc ici, je vais stocker en variable nb remaining lives. Et je vais stocker là-dedans en fait le nombre de vies qui lui reste. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais dire que nb remaining life c'est égal à nb life max, parce qu'au début du jeu, il commence, il a toutes les vies. Ensuite, il va me falloir ici protected void test number, donc il va me falloir une méthode qui va me permettre de tester la valeur que l'utilisateur a saisie par rapport à la valeur du nombre magique. Donc cette valeur, je vais la prendre en paramètre pour le moment, pour ne pas complexifier les choses dans l'immédiat, et je vais taper val par exemple. Donc je vais faire if val est égal à nb magique. Dans ce cas-là, il faut que je déclare que comme quoi l'utilisateur a gagné. Donc ici, je vais mettre un booléen pour dire game 1. Et donc booléen, ça veut dire par défaut c'est false. Donc si ça c'est vrai, je vais mettre game1 égale true. Sinon, je mets nb remaining lives et je le décrémente, j'enlève une vie. Donc je teste un numéro, si ce numéro c'est un nombre magique, la personne a gagné le jeu. Sinon, nb remaining lives
est décrémenté. Et donc ici, je dois faire un test, je dois lui dire if NB remaining life est égal à 0, ce qui veut dire qu'il a épuisé toutes ses vies. Dans ce cas-là, je vais mettre un game one égale false. Alors vous allez me dire, wow, petit problème, tu utilises un booléen qui de base est à false, ce qui veut dire qu'en fait je suis incapable de déterminer l'état entre le jeu était vraiment perdu ou le jeu n'a pas encore été joué mais du coup n'est pas valide. Et bien vous avez tout à fait raison, donc ce booléen, on va en faire un nullable, tout simplement, pour dire, en fait, s'il n'a pas de valeur, ça veut dire que le jeu n'a pas commencé. S'il a une valeur, elle est forcément vraie ou faux, et donc si c'est vrai, la personne a gagné, si c'est faux, la personne a perdu. Comme ça, on a distingué en fait les trois états, et ça évite de jouer avec plusieurs valeurs. Donc ici, à peu de choses près, on a quasiment tout fait pour pouvoir deviner le nombre magique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre côté vue, pour pouvoir créer en fait la zone de saisie, et le bouton OK dans lequel l'utilisateur va pouvoir tester, et après on mettra en dessous le nombre de vies. Alors c'est plutôt simple, l'interface graphique, donc ici je vais laisser nombre magique, je vais d'ailleurs mettre un espace, donc après je vais lui mettre une div dans laquelle je vais mettre par exemple un H4, deviner le nombre compris entre 0 et là je vais mettre arrobase max, nb max, comme ça en fait il faut deviner le nombre compris entre 0 et max, il faut que l'utilisateur ait l'indication comme quoi il doit deviner entre x et y, sinon ça n'a pas tellement de sens. À la ligne, je vais rajouter ici un input, type égale number, comme ça je m'assure qu'il saisit que des nombres, en fait, ça me permet de valider le comportement au niveau navigateur, c'est un petit plus, même si c'est débrayable, mais bon, c'est pas le sujet de cet exercice, type égale number, et après ce number, je vais mettre ici un button, pourquoi pas, avec une classe btn, je vais utiliser du coup Bootstrap pour ça, btn primary, et je vais mettre tester. Je vais ensuite à la ligne, et à la ligne ici je vais faire une boucle for pour i égale 0 tant que i est inférieur à nb lives, alors pas nb life max mais nb remaining lives, je vais dupliquer l'emoji cœur en fait. Donc cet emoji cœur, bien sûr je vais le mettre dans une span parce que sinon Blazor ne va pas le parser comme il faut, et donc je vais faire x span avec ce cœur. Pour récupérer ce cœur c'est très simple, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez get emoji, vous tombez sur le premier site getemoji.com, et donc dans cette liste là il vous suffit de prendre celui que vous voulez. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un cœur d'ailleurs, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le cœur se trouve sur cette page là, donc vous le prenez ici, donc moi il est là, hop, vous sélectionnez le cœur, vous le copiez, vous venez ici et là vous le collez. D'ailleurs c'était même pas le bon, donc bref, en tout cas il est là. Donc voilà, vous avez le cœur qui est disponible. Alors effectivement c'est le cœur en signe de caractère, vous pouvez toujours utiliser le HTML entity. Si vous tapez le et commercial Hertz comme ceci, ça va vous donner le caractère HTML qui va être traduit par le navigateur, et c'est donc plus sécurisant pour éviter d'avoir des problèmes de casse et d'encoding. Mais bon, c'est pas tellement le sujet. Donc là, je vais boucler X fois par rapport au nombre de vies. Donc je vais déjà commencer par voir comment ça se rend. Alors moi, je suis sous Windows, donc ici j'ai 2JS Express. Donc petite astuce pour supprimer ça, je vais dans Properties, j'ouvre le launchsettings.json et je supprime le profil 2JS Express. Ça me permet de lancer mon application Blazor en ligne de commande, un peu comme quand on fait un .NET Run. Et du coup, le 2JS Settings qui est à haut, j'en ai même plus besoin, donc je le supprime. Et donc comme ça, je m'assure que je le lance. De la même façon, ici, vous voyez qu'il se lance sur le port 5000. Donc si vous avez un conflit de port parce que quelque chose tourne déjà sur le port 5000, vous pouvez le changer ici la valeur et par exemple mettre le port 8000 par exemple, ce que je fais là dans l'immédiat. Donc je lance mon application et je vais déjà voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai pas besoin d'enregistrer le SLN. Mais je sens qu'il va être pénible qu'il me demande ça à chaque fois, donc je vais le sauvegarder en fait. Donc là, mon application compile et se lance, ce qui est déjà un bon signe. Donc on y va. Hop, je vais ici, je vais sur nombre magique. Donc j'ai deviné le nombre compris entre 0 et 20. Alors ici, j'ai mon input et j'ai testé. Alors l'input est un peu moche, je pourrais le styler avec Bootstrap. Bon, bref, c'est pas tellement le sujet. Et là, les cœurs sont pas très sexy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici dedans un espace insécable et je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vais mettre un style, je vais mettre color red pour mettre en fait que les cœurs sont en rouge, et je vais mettre font size à par exemple 24 px, comme ça j'ai tous mes cœurs séparés par un espace. Bon, en tout cas ça se rend bien, donc ça c'est la première chose, j'ai bien mes cœurs en dessous. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant quand je vais cliquer sur tester, il faut que j'appelle mon code. Donc ici je vais utiliser le @onClick et je vais lui dire, eh bien chaque fois que tu cliques, je veux que tu me fasses un test number. Sauf que là je suis obligé de lui donner une valeur.
Si vous vous souvenez bien, cette valeur, bah, je ne la tire pas de nulle part en fait. Je suis obligé de la récupérer depuis mon code Blazor. Alors, la petite difficulté de cet exercice vient peut-être de là, et c'est peut-être là où est-ce que vous avez eu un petit peu de mal à compléter l'exercice. Il faut récupérer la valeur depuis l'input qui est ici. Donc ça, voilà, c'est peut-être là qu'il y avait la petite difficulté. Donc il y a plusieurs façons de faire. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se mettre ici, au niveau du nombre magique, et on va créer ici un protected int value, tout simplement, la valeur. Et ce nombre, je vais le binder ici. Donc je vais faire un _ bind, et je vais dire de binder value. Et comme ça, le test number, je n'ai pas besoin de lui passer de valeur. Je vais juste ne pas passer val ici, et je vais utiliser la valeur avec value qui est là. Donc normalement en fait à chaque fois que je saisis un nombre ici et que je vais cliquer sur tester, le value correspond en fait à ce qui a saisi qui est là-dedans. Donc on va tester. Alors voilà, comme j'avais dit, j'enregistre le SLN parce que ça me casse les pieds sinon. Ça vous n'avez pas si vous n'êtes pas sous Windows avec VS 2019. Donc, je vais dans nombre magique. Donc là, j'ai des makers qui sont un peu moins moches. Hein. Alors, c'est pas du grand art, on est d'accord, mais c'est un peu moins moche. Donc, par défaut, j'ai 0. Donc, si je fais tester, je vois que j'ai perdu un cœur. Donc, ça veut dire que c'est pas 0. Alors, on va essayer, on va faire 15. Je teste, j'ai perdu un cœur. On va essayer, je vais faire 12. Je teste, j'ai perdu un cœur. Donc là, je vais mettre ici un point d'arrêt, quand même, pour tester que tout fonctionne bien. Donc, je retourne. Je vais tester, par exemple, avec 8. Je fais un test. Donc là, j'arrive sur mon point d'arrêt et je vois que le nombre magique, il est à 5 et que ma valeur est à 8. Donc c'est bon. En fait, ça marche bien. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5 parce que maintenant je le sais, j'ai triché. Donc je supprime mon point d'arrêt. Et si je fais 5 et que je fais tester, je ne perds pas de cœur, ce qui veut dire qu'en fait, je n'ai pas perdu. Par contre, concrètement, ben, l'utilisateur n'a pas la valeur comme quoi il a gagné ou perdu. Donc ce qui va me manquer, c'est de mettre ça. Donc vous avez ici le principe. Donc on va arrêter. Donc dans mon nombre magique ici, je vais mettre un if game1.asValue, je fais quelque chose, sinon j'affiche le jeu, tout simplement. Donc si le game, alors c'est game1 en fait, c'est le booléen dans lequel on stocke, ça a été gagné oui ou non, et s'il a une valeur, ça veut dire que l'utilisateur est arrivé à la fin du jeu, donc il a soit gagné, soit perdu. Donc ici je vais faire un if game1.value, ça veut dire là il a gagné, sinon il a perdu. Bah c'est très simple, ici je vais mettre un H2, je vais mettre perdu avec un smiley qui est triste. Alors on va styler ça comme des fous. Hop, je remonte la liste. Et je vais prendre un emoji bien triste, comme ça. Voilà, perdu, clac. Ça va être super sexy. Voilà. Et sinon, je vais mettre un H2. Gagné. Alors, moi, je le fais par sécurité comme ceci. Avec l'entities HTML. Gagné. Hop. Et là, je vais mettre un emoji de folie. Qui est tout content. Bon, allez, soyons fous. Tac, je mets celui-ci. Voilà, donc là, si game 1 gagne, ainsi de suite, donc là, je mets gagné ou perdu selon le cas, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un bouton de classe qui s'appelle btn primary, et je vais mettre rejouer, alors rejouer, et je vais lui dire que quand on clique dessus, eh ben, c'est très simple, je réinitialise le jeu. Donc vu que réinitialiser le jeu, ça passe par plusieurs étapes, je vais mettre ici reinit game. Cette méthode, je vais la coder ici, protected void reinit game. Donc concrètement, qu'est-ce qui veut dire que je réinitialise le jeu? Eh ben, je fais exactement pareil que ce que j'avais ici. Donc je vais récupérer ça et je le mets là, et ensuite je vais mettre game1 égale nul. Et donc du coup, dans mon uninitialized, eh ben, ce reinit game, je vais l'appeler directement. Donc ici, si je réinitialise le jeu, je refais un nouveau random, je remets les vies à max et je mets game1 égale nul, et pour être tranquille, je vais également mettre value égale 0 tout simplement. On va essayer de faire une vraie partie sans tricher cette fois. Alors, on va voir si je suis bon, hein, deviner un nombre entre 0 et 20 en 5 coups. Théoriquement, j'ai une chance sur 4 d'y arriver. Alors, devinez le nombre compris entre 0 et 20. On y va. 15, testé, perdu. Je sens que je vais perdre en fait, en live, ça va être super, une belle humiliation. Ah, le 5 me porte pas chance, hein. 3, dernière chance, le 7, perdu. Voilà, donc nombre magique, perdu, et si je clique sur rejouer, je repars pour un tour. Alors on y va, on peut y aller. Donc voilà, vous avez vu comment faire le nombre magique, alors effectivement, on peut styler ça vraiment vraiment plus sexy, hein. Là encore une fois, c'est vraiment pour que vous puissiez faire votre tout premier exercice en Blazor. Si vous avez réussi, bah, félicitations, c'est super, vous pouvez passer au module suivant, vous avez acquis les bases. Si par contre il y a quelque chose que vous avez raté,
N'hésitez pas à revoir cette vidéo, peut-être que j'étais un peu vite sur quelque chose, donc prenez le temps de bien revoir et de faire en sorte que vous arrivez à avoir le même fonctionnement. Et donc pour prouver que gagner marche bien, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement mettre un point d'arrêt ici. Je vais tester avec 7. Donc le nombre magique c'est 6, j'étais pas loin en plus, hein, c'est terrible. Donc là, je vais mettre 6, je fais tester, et j'ai gagné. Donc c'est super. Donc voilà, vous avez vu comment faire ce petit exercice. Le fichier de code source est disponible si vous voulez le télécharger pour l'analyser de votre côté. En tout cas, il n'y a rien de plus que ce qu'il y a dans la vidéo pour cet exercice-là. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, le refaire de votre côté, et vous entraîner là-dessus. C'est le premier exercice du premier module. C'est les bases à acquérir avant de passer à la suite. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain module, où est-ce qu'on ira un petit peu plus loin quand même. Si tu es encore là, c'est que tu as fini le cours, donc le cours gratuit disponible sur YouTube est dorénavant terminé. Félicitations de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je te rappelle qu'il s'agit bien sûr d'un extrait de mon cours complet que tu peux acquérir sur ma plateforme directement en achat pour y avoir accès à vie, ou que tu peux toujours t'abonner pour y accéder. Si tu choisis la voie de l'abonnement, sache que la mise à jour que je vais faire ne sera pas dans l'abonnement dès le début, donc c'est des choses sur lesquelles si tu es pressé de savoir et de voir les nouveautés, n'hésite pas à faire l'acquisition du cours directement. Si le cours t'a plu, eh bien je t'invite à me rejoindre sur ma plateforme HTS Learning pour la suite du cours. Il y a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à découvrir. Il doit rester environ 6 ou 7 heures de cours où est-ce que je vais dans le détail de certaines choses en Blazor. Rends-toi sur le site htslearning.com, tu trouveras le lien dans la description et sur ce cours en particulier, tu pourras voir dans le menu du cours tout ce qu'il te reste à découvrir en sachant que j'ai un cours complémentaire avec Blazor et Redux qui te permet de gérer ton state, donc l'état de ton application de façon professionnel. Quoi qu'il en soit, si ce cours t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, n'hésite pas non plus à t'abonner et activer les notifs pour être prévenu de ce que je poste sur ma chaîne. Je poste toujours pas mal de trucs autour des techno.net. Je te remercie d'avoir suivi le cours, j'espère te compter parmi mes étudiants sur ma plateforme et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.